Avoir l'ensemble des corps de contrôle des administrations, tant sur la PAC, sur l'identification, sur les problèmes les dossiers de phyto, pouvoir à la fois se confronter. On est bien dans un lieu où on va pouvoir échanger, dans des ateliers où vous allez... Cette journée s'inscrit dans un ensemble autour des contrôles. L'ensemble, c'est d'abord, même si maintenant elle a bientôt 2 ans, c'est la signature de la charte par l'État, par Madame la préfète à l'époque, et le président Robert, autour des droits et devoirs, si je puis dire, du contrôleur et du contrôlé, pour que ça se passe avec la meilleure sérénité. La deuxième chose, c'est un bilan des contrôles qui permet chaque année d'avoir un échange avec la profession agricole et le corps des contrôles, les corps de contrôle autour de comment ça s'est passé dans l'année. Et puis, une coordination des contrôles que la DDT assure avec les différents services pour éviter qu'il y ait plusieurs fois le même contrôle dans la même exploitation. Et puis enfin, cette journée pédagogique, deuxième du nom, les contrôles ne donnent aucune pénalité et que dans le tiers restant, les pénalités sont, quand il y en a, inférieures la plupart du temps à 800 €. Les animaux sont dehors, je note le registre parcellaire graphique de Ensuite, après le troupeau est dépassé en revue, donc de retour sur le siège d'exploitation, je pointe l'ensemble des passeports, je vérifie la concordance des stocks de boucles de naissance aussi, je note sur l'inventaire toute la liste des boucles qui sont théoriquement en stock, je vérifie que ça soit concordant, et pour les boucles de rebouclage, je vérifie qu'il n'y ait pas plus de 30 jours de passer entre la commande et le jour du contrôle. Ensuite, au niveau documents aussi, on doit vérifier un certain pourcentage de mouvements. Puis cette année, il y a eu un petit changement. Pour tout ce qui est bon équarrissage, on peut le vérifier avant le contrôle sur les données BDNI. Pour les sorties en boucherie, c'est pareil. Donc, en fin de compte, il nous reste tout ce qui est achat. Pour des bovins qui datent de moins d'1 an. Donc pour tout ce qui est papier, c'est un document papier fourni par le DE une fois par an. Et pour tout ce qui est électronique, on vérifie à l'écran que votre inventaire correspond à ce qu'il y a réellement sur le terrain. Et après, donc, je commence la rédaction du compte rendu. Alors, je note sur le compte rendu toutes les différences dans cette partie-là, donc toutes les différences qu'il y a entre l'inventaire que j'ai en ma possession et ce que j'ai vu sur le terrain. Donc toutes les naissances que j'aurais pas, je les note, et tous les animaux qui sont sortis et qui sont encore sur l'inventaire, je les note. Et pareil pour tout ce qui est boucle aussi. Les passeports qui pourraient rester sur l'exploitation et que l'animal ne soit pas. Les points qu'on retrouve assez fréquemment, c'est justement des boucles manquantes. Alors le mieux, c'est de faire la commande avant qu'on arrive pour le contrôle. Sinon, bon, là, le système de tolérance se met en place, mais quand on peut l'éviter, c'est aussi bien. Et pour les rebouclages en stock, dans la mesure du possible, boucler l'animal si jamais la boucle est en stock depuis plus de temps. Et puis autrement, c'est penser à faire les notifications dans les 7 jours. C'est vrai qu'il faut vite passer, mais voilà. C'est surtout ces points-là qu'on trouve les... Les animaux qui sont malades ou blessés, qui ne sont pas isolés par exemple. On trouve ces 2 anomalies-là. Si on les cumule, on peut les cumuler, vous pouvez obtenir une faute intentionnelle, c'est-à-dire que 20% des primes. Un animal blessé qui n'est pas isolé. Qui n'est pas isolé, qui n'est pas soigné. Ouais. C'est les 2 choses cumulées. C'est les 2 choses cumulées, si elles ne sont pas isolées. On peut retenir jusqu'à 20%. Pas soigné et pas isolé. Et les 2 en même temps. Et les 2 en même temps. Voilà. sur le même. Par les autres, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout que votre vétérinaire l'a vu. Si votre vétérinaire l'a vu, qu'est-ce que vous voulez que... J'ai rien à dire là-dessus. Il faut eu le temps de pailler, mais les animaux sont propres. Ouais. Il faut faire aussi un peu preuve de bon sens. Je veux dire, s'il y a de la paille en quantité, que les animaux sont propres, dès qu'on arrive, et que là, il a 80%. On fait confiance aussi à l'éleveur. On fait confiance à l'éleveur. Si on a un doute, on va téléphoner au vétérinaire. De toute façon,
l'état général de l'affaire. Quand on a un doute, s'il faut qu'on relève l'anomalie... Non, mais ce que vous dites, c'est super important. La partie nitrate, on commence en fait quand on arrive à vérifier les ouvrages de stockage. Donc on fait le tour de l'exploitation, on regarde comment ça fonctionne. S'il n'y a pas de fuite, c'est un contrôle visuel pour le coup là. Ensuite que le stockage est suffisant. Alors, il y a plusieurs moyens de vérifier ça. Le moyen le plus facile, c'est de vous demander le Dexel. Les anomalies qu'on rencontre au niveau des stockages, c'est d'une part les évolutions de cheptel, qui sont quand même conséquentes aujourd'hui, et la nature des effluents. J'entends par là, si votre Dexel a été fait pour 70 vaches, vous étiez en logette et qu'entre-temps, vous étiez en air paillé et qu'entre-temps c'est passé en logette, la nature du produit est plus la même. Ensuite, le contrôle documentaire. On va donc vous demander de sortir tout, les plans de fumure, les prévisionnels, les réaliser. Le but étant quand même, une fois qu'on a établi son plan prévisionnel avec ses effluents, de pouvoir dire, et c'est important par rapport à ce qui a été dit initialement, c'est, moi j'insiste lourdement, mais prenez le temps de tous les ans bien refaire votre bilan azoté. Le gros problème de surfertilisation, c'est le maïs. Bon, parce que c'est une culture qui supporte bien la surfertilisation, où on a tendance à avoir la main un peu lourde, mais là il faut bien suivre la préconisation du prévisionnel. Et il n'y a pas d'outil de pilotage vraiment en performance sur les maïs. Le premier rapport, globalement, c'est vous qui allez le maîtriser par rapport, c'est très souvent la structure du sol qui va vous dire, voilà, bon, si vous avez l'habitude, on va pas vous apprendre votre métier, de dire, je vais aller faire mon premier rapport en fonction des conditions climatiques que je vais avoir et puis bien sûr de l'aspect visuel de la culture. On a évoqué déjà l'analyse de sol, donc il est obligatoire d'en faire une par an sur une des 3 cultures principales. Et dans ces analyses, on peut prendre celle qu'on veut, on peut prendre le RSH, la matière organique ou une analyse complète. Le au champ est toujours autorisé, mais que les conditions d'entreposage ont été renforcées lors de la dernière modification de l'arrêté nitrate, puisqu'aujourd'hui, le stockage doit être fait pour 9 mois au maximum au lieu de 10 mois, donc ça ne change pas grand-chose. On est toujours bien sur des fumiers qui ont été entreposés 2 mois sur fumière ou 2 mois sous les animaux. Donc ce n'est pas du fumier de raclage mensuel ou bimensuel ou hebdomadaire ou autre. Hein. On le stocke toujours dans les parcelles épandables et ce n'est pas toujours au même endroit. Ce n'est pas une tournière ou un emplacement empierré. Vu dans la dernière mouture nitrate que les dépôts au champ aujourd'hui doivent maintenant être notifiés dans votre cahier d'enregistrement. À la fois la date de dépôt, l'îlot, et la date de reprise sur un lit de paille. Pour les fumiers de volaille, s'il y en a parmi vous qui ont des volailles, aujourd'hui, vous avez obligation de couverture d'état au champ. Pour les composts? Pour les composts, non. Vous avez une possibilité de faire expertiser des cours d'eau. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site en fonction de votre parcellaire, vous avez un petit outil qui vous permet de pouvoir zoomer sur la zone que vous voulez faire expertiser. Moi, je vous encourage vivement, si vous avez un doute sur un émissaire, qui est aujourd'hui en très clair, de le faire expertiser. À partir du moment où vous faites une demande d'expertise, donc la DDT va faire cette expertise-là et vous fera un compte-rendu écrit du résultat de cette expertise-là. Donc il vous confirme ou vous infirme la nécessité d'avoir une bande enherbée. Contrôle-là, il est effectivement parfois pas toujours agréable à vivre pour vous, et ça on en a tout à fait conscience. Il faut que ça se fasse en bonne intelligence. Quelqu'un qui va essayer de se défiler et nous cacher des choses, on arrive relativement facilement à le savoir. Et des registres papier, ça peut être un carnet. Il faut que vous soyez capable de tracer les traitements que vous faites chez vous. Ça peut être le petit carnet, ça peut être un registre sur informatique, un tableau Excel. Ça peut être un registre sur Internet. Je ne vais pas citer de marque ou de fournisseur de logiciels, mais voilà, toutes les formes sont acceptables au moment où on doit retrouver la dose et la quantité appliquée. Des fois, vous ne mettez pas les noms complets. Vous savez, il y a des extensions, des fois, c'est... Donc faites attention. Le nom commercial ou... Commercial. Commercial complet. C'est pas c'est pas noté les
accessible après, non? Pour les Alors, ça sera modèle agriculteur. effectivement. Par contre, si on doit faire le lien entre le traitement qui a eu lieu tel jour à tel endroit et la culture cible. D'accord. Ouais. Parce qu'on a un certain nombre d'anomalies qui ressortent, c'est l'absence de local. Par exemple, comme ça, on considère comme local de stockage de produits phytosanitaires un endroit réservé à cet usage-là. Détention, aération, fermeture, signalez-le. Ça aussi, il faut un petit panneau. C'est pas pour vous, hein. Vous savez qu'il est là, votre local. C'est pour les pompiers, c'est en cas d'incendie, ça leur évite de rentrer à vigilance. Et pour finir, sur les ZMT, vous avez des ZMT 20 mètres, 50 mètres, il y a des produits où vous devez respecter le traitement. Vous pouvez la réduire avec du bus anti-dérive. Vous devez avoir 3 choses, bus anti-dérive, vous devez avoir un registre à jour et une bande en herbe. Ça, on va le voir sur le terrain. Si, il y a le vent aussi. Oui. Alors ça, c'est des conditions météo, ça va pas être, on va voir après. Et ça, c'est des mélanges qui sont interdits. Il y a des produits que vous ne pouvez pas mélanger entre eux. Un produit qui est toxique et très toxique, vous pouvez le mélanger avec aucun produit. On est d'accord? Et si vous faites cette erreur, c'est une anomalie PAC. Sur votre registre, en fait, vous marquez vos mélanges en général. Donc ça, on peut le vérifier. Vous avez aussi des CMR, donc les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Un cancérigène, vous ne pouvez pas le mélanger avec un autre cancérigène. Un mutagène, vous ne pouvez pas le mélanger avec un autre mutagène. Et un reprotoxique, vous ne pouvez pas le mélanger avec un autre reprotoxique. Donc ça, il faut faire très attention quand on le vérifie. C'est pour ça que dans le local phyto, on vous demande de les classer à part. En classement. C'est pas marqué forcément sur le CRC, mais ça fait partie de nos contrôles à côté, de votre rapport. On vous demande dans le local de tous vos produits qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, de les classer à part pour éviter de faire des mélanges interdits. C'est la raison, c'est pour voilà. Et parce qu'en plus, ce sont des produits beaucoup plus toxiques que les autres. C'est pour votre protection et éviter de faire l'erreur de mélange. Donc le jour où on vient faire ce qu'on voit le jour du contrôle. Après, nous, on est là pour vous donner l'information. Et on vous donne les raisons aussi. Et voilà, le but, c'est pas que on vous donne les raisons, je dis bien, c'est pour votre protection, et c'est pour éviter de faire un mélange interdit, voilà, de faire une bêtise, tout simplement. Vous devez, lorsque vous remplissez votre cuvée, assurer la discontinuité du réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à aucun moment, pour quelque raison que ce soit, le produit qui est dans la cuve de votre cuvée, en train d'être dilué ou déjà dilué, ne doit en sortir. Et encore moins en sortir dans le réseau. Dans le réseau de l'alimentation. Que ce soit un réseau public ou que ce soit un forage ou un puits ou une mare. D'accord? Donc il existe des moyens pour assurer ce qu'on appelle la discontinuité du réseau. Le plus simple, c'est de clapper entière-tour. Vous pouvez largement éviter, je crois que c'est 3% sur la PAC en plus. Ouais. Donc avoir un certificat pour acheter des produits et pour appliquer les produits. D'accord. Dans un premier temps, les dossiers sont mis à contrôle, sélectionnés pour le contrôle par la DDT après vos déclarations dans Télépac. Ensuite, il y a des flux informatiques qui nous permettent de recevoir les dossiers dans nos propres applications. Ce qui nous donne ces images-là de différentes qualités. Alors, je vais vous distribuer 4 types d'images qui sont prises par photosatellite tout au long de l'année. Ce qui nous permet de déterminer le cycle cultural de ce que vous déclarez en fonction des différentes couleurs, sachant que le sol bleu, évidemment, c'est un sol nu, et plus le sol rougit, plus l'activité est dense. Et donc, à travers cette suite de couleurs, on va dire, on arrive à déterminer quel est le cycle cultural et si, globalement, ce que l'on voit représente un rapport avec ce que vous avez déclaré. On vérifie non seulement le cycle des cultures, mais on vérifie aussi les contours que vous avez déclarés. Donc par rapport aux images, à ce qu'on appelle les orthophotos, donc les images sur lesquelles vous déclarez vos contours, nous on a des images qui sont un peu plus récentes puisque c'est des images de l'année. Et donc on arrive à déterminer les contours par rapport à l'image qu'on appelle VHR. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que
c'est pas parce qu'on détermine des constats, nous, au moment du contrôle, que ces constats sont validés derrière. Il y a toute une phase derrière de ce qu'on appelle une phase contradictoire, où potentiellement, si les anomalies sont impactantes, parce qu'il y a deux types d'anomalies, il y a des anomalies qu'on appelle informatives, par exemple des modifications de contours, où là on informe la DDT qu'on a modifié les contours, après à elle ou non de valider ce qu'on a trouvé, et il y a ce qu'on appelle des constats contradictoires, où là potentiellement on vous informe directement vous, qu'on a trouvé des constats sur votre exploitation, et à ce moment-là, vous êtes en mesure de valider ce qu'on a contrôlé ou de le refuser. Si vous refusez nos constats, on vient voir sur le terrain si ce qu'on a vu en PIAO, si ce qu'on a vu correspond bien à ce qui se passe sur le terrain. Donc on n'est pas là, dès qu'on voit quelque chose sur l'image, à mettre un constat, et ce constat aura forcément des impacts sur la suite, en ce qui vous concerne. Il y a toute une phase, et avec nous, et ensuite avec la DDT, qui vous permet, les contours qu'on renvoie, il y a une tolérance qui fait que la DDT va prendre nos contours ou pas. Quand on dessine le contour, il y a forcément une surface. Cette surface est remontée en DDT, et après c'est au niveau de la DDT qui s'est validé. L'accident de culture, c'est pareil, on va relever le constat quand il va être visible sur plusieurs images. S'il est visible que sur une seule image. BCAE, bonnes conditions agricoles et environnementales. Donc c'est une partie importante parce que sur cette partie-là, on fait des déplacements sur le terrain. Les BCAE, il y a systématiquement des déplacements sur le terrain. Les bandes tampons sur les cours d'eau, on vérifie, première chose, la présence de la bande tampon. Est-ce qu'elle est présente ou pas? La largeur. Donc il y a une largeur minimale de 5 mètres à respecter. Donc est-ce que la largeur est suffisante ou pas? On vérifie aussi la couverture, donc est-ce que le couvert est conforme ou pas? Et on vérifie les pratiques d'entretien. Aussi par imagerie. Donc là, sur cette photo-là, on voit bien que la bande tampon il n'y est pas. On a un sol nu ici, ça doit être du maïs qui va être implanté. Et puis là, il y a un cours d'eau qui est référencé, et on voit que la culture va jusqu'au bout. Donc là, par contre, dans ce cas-là, on va se déplacer sur place. On envoie un courrier à l'exploitant. En tant que tel, à partir du 1er janvier, on ne peut plus arracher les haies. Donc toutes les haies qui étaient numérisées. À partir du 1er janvier 2015. La réglementation s'applique à partir du 1er janvier 2015. Après, les haies étaient déjà numérisées avant en tant que haies. Donc on a la couche de toutes les haies qui sont numérisées. On peut les déplacer? Oui. Oui, mais sous réserve d'avoir l'autorisation pour le faire. Donc il faut faire une demande de dérogation auprès de la DDT. Les contrôles ne semblent pas si compliqués que ça finalement quand on les voit sous cet angle. En tout cas que vous avez tous les moyens en tant qu'exploitant de faire qu'il se passe bien, et que plus vous connaîtrez les choses en amont, plus vous êtes approprié les choses, plus vous suivez vos pratiques, et plus il y a de chances que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de sanctions à faire. Parce que, comme on le dit, on essaye de prévenir, on essaye d'être attentif et d'être pédagogue à travers cette journée dans la façon dont les réglementations évoluent. Et finalement, on constate qu'il n'y a pas tant que ça de sanctions qui sont données chaque année. Et qu'en même temps, celles qui sont données sont essentielles pour qu'on montre que justement les réglementations s'appliquent, et que ceux qui font mal, pour certains des fois en le sachant, puissent effectivement être sanctionnés. Donc voilà, c'est un équilibre pour permettre d'évoluer, et je pense qu'on essaye d'être dans cet équilibre-là et d'être attentif à chacun.